On utilise l'univers non pas pour comprendre ce qui est loin de nous et finalement qui ne nous concernerait pas. On utilise l'univers pour regarder très loin ce qui est très près de nous, ce qui est là mais qu'on ne voit pas. David Elbaz, on est ravis de vous accueillir ici. Vous traitez de sujets de l'univers, en l'occurrence, qui fascinent les gens. Vous avez cette envie de vulgariser les propos, ce qui n'est pas toujours évident quand on parle de l'univers. Pourquoi le ramener finalement au plus facile ? Parce qu'en fait, l'univers, ça parle de nous et j'ai envie que ça touche tout le monde. Quand on fait de la recherche, on est enfermé dans son laboratoire, on est entre nous, entre chercheurs, puis on est émerveillé par tout ce qu'on découvre et j'ai envie que ça touche tout le monde. Parce que finalement, moi, ça a changé ma vie, l'univers, et j'ai envie de changer la vie des gens. Peu de gens le savent, que vous avez redoublé 2 fois à l'école. Qu'est-ce que ça fait d'être classé parmi les 1% des chercheurs les plus cités au monde ? Mais ça, c'est juste incroyable. En fait, le fait d'avoir eu dans mon histoire pris du temps pour arriver aux choses fait que je suis obligé d'être humble. Parce que je sais ce que c'est que de ne pas savoir et finalement, je me pose les questions que tout le monde se pose. Le fait d'être classé parmi les 1% des chercheurs, les plus cités, pour moi, je suis content parce que ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de mes pairs, mais ça me donne une responsabilité. Une responsabilité de traduire, comme on traduit un langage vis-à-vis des gens, pour qu'ils puissent tous, même ceux qui n'ont pas fait d'études, comprendre d'où ils viennent. Ça change tout. Surtout aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où finalement, on oublie de prendre du recul, et c'est fondamental pour moi. Il y a une grande date qui ressort régulièrement, c'est 1995. On a l'impression que finalement, c'est le démarrage d'une vision qui s'est ouverte sur l'univers, justement. Oui, c'est vrai, c'est une révolution, parce que une des grandes questions quand on étudie l'univers, c'est de savoir est-ce qu'il y a d'autres planètes comme la Terre, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Octobre 1995, découverte de la première exoplanète, une planète qui tourne autour d'un autre soleil. C'est ça, donc en dehors du système solaire. En dehors du système solaire, un autre monde. Ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait d'autres terres. Maintenant, on en connaît des milliers. Octobre, novembre 1995, image par la NASA des piliers de la création qui montrent une beauté extraordinaire, que l'univers est beau. Aussi beau que la nature qui nous entoure. Décembre 1995, l'image la plus profonde de l'univers qui nous montre toute l'histoire de l'univers dans une image. À partir de là, sur les quelques 20 années qui ont suivi, on n'a jamais fait autant de découvertes scientifiques que dans toute l'histoire de l'univers. Le monde change chaque jour. Qu'est-ce qu'on a appris, par exemple ? Ce qu'on a appris, par exemple, on a fait l'image d'un trou noir. Quelque chose de dingue. Comment peut-on voir un trou noir qui ne fait pas de lumière ? On a vu la lumière qui tourne autour. On a vu qu'il y a des planètes autour de toutes les étoiles. On sait maintenant qu'il y a probablement des océans sur certaines de ces planètes. Et donc, la vie est possible ailleurs. Il y a de l'eau un peu partout aujourd'hui dans l'univers. De l'eau, c'est extraordinaire. Ouais. C'est la 3e molécule la plus abondante de l'univers. Il y en a partout. L'univers est imbibé d'eau. Donc, ça veut dire que l'univers nous ressemble. Vous avez travaillé sur l'univers en infrarouge. Vous êtes parmi de ceux qui ont découvert ça. Qu'est-ce qu'on apprend justement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans l'infrarouge, on voit l'invisible. Et dans l'invisible... Déjà, je ne comprends pas cette phrase. Alors oui, exactement. Il faut que je précise ça. Nos yeux se sont adaptés à la lumière du soleil. Et donc, on voit dans ce qu'on appelle le visible, simplement parce que c'est nos yeux qui le voient. Parce que le soleil rayonne principalement dans l'invisible. Et donc, quand on regarde le ciel, on voit des petits points blancs et puis rien entre. Si maintenant, on change de regard et qu'on regarde dans l'invisible, un peu comme les militaires qui utilisent des caméras infrarouges et qui voient de nuit les bonshommes, les animaux, etc. Eh bien, on voit une jungle, pareil, dans l'univers. On voit de la poussière interstellaire. On voit naître des étoiles dans des cocons de poussière, comme des chenilles qui se transforment en papillons dans leur chrysalide. On voit à l'intérieur. On voit naître de nouveaux mondes. On voit une richesse insoupçonnée et on commence à comprendre l'histoire de nos origines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes fabriqués d'atomes de ce qui se passe dans le ciel ? Oui. Je prends un exemple. Le sang est rouge parce qu'il y a des atomes de fer dans notre sang. Les atomes de fer sont nés dans l'explosion d'étoiles. L'explosion d'une étoile qui a donné d'ailleurs naissance au Soleil et à la Terre et qui fait la couleur rouge du sang, c'est ces atomes de fer qui viennent du ciel. On a des atomes dans notre corps qui sont tellement nombreux qu'on a des atomes de tous les êtres qui ont vécu sur Terre. Et ces atomes, ils sont nés dans les étoiles. Ce qui est encore plus intéressant, c'est de se rendre compte que nous-mêmes, en fait, on est comme des petites étoiles. On s'inscrit dans cette histoire-là, on rayonne de la lumière, dans l'infrarouge. Parfois, les gens se disent, mais est-ce que la vie, c'est un miracle ? Est-ce que c'est quelque chose d'extraordinaire ? Eh bien non. Quand on regarde nos atomes, ce sont les atomes qui sont nés dans les étoiles. Quand on regarde toute l'histoire de l'univers, on est une étape dans un monde qui n'a cessé de devenir de plus en plus complexe, de plus en plus riche. Et ça, c'est enthousiasmant parce que ça montre qu'il y a un sens de l'histoire. On s'inscrit là-dedans. Qu'est-ce que les étoiles peuvent nous apprendre ? Est-ce qu'on cherche des réponses à certaines choses ou aujourd'hui on découvre parce qu'on cherche ? On cherche toujours à comprendre si, au-delà,
de la Terre, le monde est régi par les mêmes lois. Ça, c'est une des questions que se posent les scientifiques. Est-ce que les lois de la physique qui font qu'une pomme tombe d'un arbre s'appliquent partout ? Ça, c'est une des questions qu'on se pose. Et puis, quand on l'applique à l'univers, on essaie de comprendre comment naissent les étoiles, etc. Et on découvre qu'il existe des forces invisibles, des espèces de composantes invisibles, ce qu'on appelle la matière noire, des choses comme ça. On arrive à voir l'univers comme une loupe qui nous permet de voir que dans la pièce où je me trouve, là, avec vous, il y a des choses qu'on ne peut pas voir avec nos microscopes, avec nos yeux, mais que l'univers nous dévoile. C'est une loupe géante qui nous permet de voir des effets très subtils qui agissent sur des millions d'années et qu'on ne voit pas agir comme ça quand on les regarde ici. On utilise l'univers non pas pour comprendre ce qui est loin de nous et finalement qui ne nous concernerait pas, on utilise l'univers pour regarder très loin ce qui est très près de nous, ce qui est là, mais qu'on ne voit pas. Vous êtes spécialiste des trous noirs. Alors d'abord, est-ce qu'il y a un risque d'être, à un moment donné, la Terre peut être un jour engloutie par un trou noir ? Et qu'est-ce qu'on sait ? On ne sait pas grand-chose finalement. C'est vrai, c'est-à-dire qu'un trou noir, c'est l'objet, en théorie, le plus simple qui soit, c'est une grande concentration de matière, et en même temps, on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. C'est là où les théories s'arrêtent. Un mystère qui permet d'imaginer des choses dignes des plus grands films de science-fiction. Est-ce que la Terre peut être un jour menacée par un trou noir ? Alors, il y a des milliards de trous noirs flottants dans notre galaxie qui sont des cadavres d'étoiles. La probabilité qu'on en croise un est très faible. Mais bon, on ne sait jamais. Ça pourrait arriver. Sur un malentendu. Sur un malentendu, un trou noir qui se trompe de chemin, qui prend le RER B, qui est souvent des incidents voyageurs, et paf, il arrive sur Terre. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ailleurs, il puisse un jour y avoir des extraterrestres ? Alors oui, c'est tout à fait possible. Extraterrestres, ça veut dire est-ce qu'il peut y avoir de la vie ailleurs sur Terre ? Après, la question est-ce qu'ils peuvent voyager jusqu'à nous, c'est une autre question. Là, on est partagé. J'ai des collègues qui pensent que la vie sur Terre est arrivée à partir d'un certain nombre d'aléas qui font qu'il est peu probable qu'il y en ait d'autres qui soient produits ailleurs et qu'il y ait une autre Terre avec de la vie ailleurs. Et puis d'autres comme moi qui pensent que non, il doit y avoir de la vie ailleurs dans l'univers. Et moi je suis persuadé qu'il y a des extraterrestres, c'est-à-dire des gens qui vivent ailleurs dans l'univers. Le problème c'est qu'avec nos moyens technologiques actuels, on ne peut pas le savoir encore. Mais demain, grâce à nos télescopes, là, il est possible que demain, à 15h45, on découvre la preuve qu'il existe de la vie ailleurs dans l'univers. C'est pas sûr, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a les moyens de détecter de la vie ailleurs dans l'univers. C'était jamais arrivé avant. Il y a une scientifiques qui ont découvert une Terre, entre guillemets, qui pourrait être habitable, qui s'appelle HD 20794D. En quoi ça nous intéresse ? Ça nous intéresse de comprendre ces planètes pour comprendre comment est née la Terre, comment elle évolue, même voir l'effet de serre, de voir le futur de la Terre dans d'autres planètes, par exemple, et le passé. Par contre, le concept d'une planète B, qui serait une planète refuge où on pourrait aller, ça, c'est totalement inaccessible dans les moyens technologiques actuels et dans les années à venir. C'est pour ça que l'idée d'Elon Musk, par exemple, d'aller coloniser Mars, c'est totalement irréaliste. Terraformer Mars, la rendre habitable comme la Terre, ça demanderait plus d'énergie que de vaincre le réchauffement climatique sur Terre, par exemple. On ne les étudie pas pour aller là-bas, on les étudie pour comprendre comment évolue une planète comme la Terre. Aujourd'hui, l'importance de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on pourra avoir accès à des informations de calcul qui aujourd'hui sont impossibles avec les moyens en ce moment ? Oui, alors en fait, il se trouve que par chance, c'est pas une coïncidence, l'intelligence artificielle arrive justement au moment où on collecte toute cette floraison de données. Avec le cerveau humain et avec nos petits ordinateurs, on n'est même plus capable de comprendre cette quantité de données prodigieuse qu'on appelle le big data. C'est ça qui a permis d'ailleurs de développer l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle permet d'aller explorer ce qu'on appelle l'espace des paramètres, c'est-à-dire des choses qu'on n'aurait pas pu explorer autrement. Aujourd'hui, il y a des satellites qui collectent tellement de données que sans l'intelligence artificielle, on serait incapable de comprendre ce qu'il y a dedans. Aujourd'hui, on peut faire des univers virtuels avec nos ordinateurs et en faire plusieurs en combinant ça avec de l'intelligence artificielle. Donc pour l'instant, c'est un outil qui nous aide, qui n'est pas encore un outil qui va voir des choses qu'on n'aurait pas vues autrement, mais ça nous aide. On va pouvoir comprendre les résultats ? Vous savez, quand on fait une image de l'univers aujourd'hui, c'est tellement complexe qu'il nous faut des mois pour comprendre ce qu'on a vu. Des fois des années. Des fois, on se rend compte qu'on s'est même trompé. L'intelligence artificielle nous permet de voir les petits détails qui nous auraient échappé, de faire les choses plus vite. C'est un outil, c'est un allié. Certains s'inquiètent et se disent, mais alors, on va être remplacé. Pour l'instant, on n'en est pas là. Après, il faut traiter l'information. Hein. Ça, c'est l'humain seul peut le faire peut-être. D'une part, et d'autre part, l'intelligence artificielle hallucine. C'est-à-dire qu'elle va voir des choses qui ne sont pas là. C'est des défauts. Parfois même, si vous utilisez l'intelligence artificielle pour poser des questions, elle va vous répondre des réponses qui sont incorrectes. Et vous lui dites, mais c'est incorrect. Elle dit, pardon, je me suis trompé. Donc, il faut quand même des experts. Il faut quand même être capable de traduire ce que même l'intelligence artificielle nous dit. L'astronomie est pionnière dans le partage des données. Ça, c'est très important, ce qui n'est pas le cas avec la médecine. Mais ce qui vous ouvre des champs énormes, en fait.
fait, dans ces collaborations internationales? Alors ça, c'est un point majeur. C'est-à-dire qu'en fait, le pari qu'on fait en astrophysique, au-delà de l'intelligence artificielle, il y a l'intelligence partagée de l'humanité. Et donc, on pourrait se dire, mais si je fais une découverte, je veux être le premier pour la voir et je veux la garder pour moi. Bon, bah là, on va faire une petite découverte. Mais si maintenant on la partage avec tout le monde, on va avoir beaucoup plus de capacité de comprendre les choses. Aujourd'hui, quelqu'un qui vit au fin fond de l'Afrique, avec son ordinateur, a accès aux dernières données du télescope spatial James Webb, des télescopes qui sont dans le désert du Chili, partout, et il peut faire des découvertes parce que c'est partagé avec tous. C'est vraiment la science ouverte au sens noble du terme. Sans ça, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui? Oui, on parlait tout à l'heure de 95, c'était aussi ça la révolution. C'est-à-dire que le directeur du télescope spatial Hubble a dit, écoutez, on va faire la plus profonde image de l'univers, celle qui est la plus riche, et on va la donner à tous. Les gens se sont dit, oh là là, on va se faire piquer les résultats, etc. Et on n'a jamais vu autant de découvertes réalisées comme ça. Et depuis, tout le monde a pris exemple sur ça, et on partage avec tout le monde. C'est un exemple même pour l'humanité au-delà de l'astrophysique, de savoir que quand on partage avec l'autre, on fait mieux que quand on s'enferme chez soi dans son petit laboratoire. C'est quand même une leçon. Pourquoi Mars intéresse tant les Américains? On vous sent douter un petit peu sur ça? En fait, ce qui se passe avec Mars, c'est que il est possible que ce matin, je vous fais une révélation, vous ayez croisé une martienne. Alors pourquoi? Une étude récente a été publiée qui montre que la vie a pu apparaître sur Mars des millions d'années avant la Terre, parce que Mars était habitable à cette époque-là, avait des océans. Et donc il est possible que la vie soit apparue sur Mars, qu'une météorite ait fait un splash et que des cellules vivantes sont arrivées sur Terre. Et donc quand vous êtes regardé dans le miroir ce matin, c'est peut-être une martienne que vous avez vue. Donc aujourd'hui on se dit, mais est-ce qu'il reste des traces fossiles résiduelles de la vie qui était sur Mars, dans la glace souterraine, etc. Mais il faut aller forger. Puis une fois qu'on forge, on prend des échantillons, puis il faut aller les chercher et les ramener sur Terre. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est ça qu'on est en train d'essayer de faire. L'histoire d'Elon Musk et d'essayer d'aller habiter Mars, etc., ça c'est une autre histoire. Ça ne nous intéresse pas, nous, en tant que scientifiques, parce que c'est pas vraiment comprendre l'origine de la vie. C'est un projet fou qui n'a pas vraiment de sens. Le 8 décembre dernier, visiblement, la Lune a été percutée par des objets. Est-ce que ça a un impact particulier? Est-ce qu'il faut finalement avoir peur de ça ou... Aujourd'hui, on appelle ça des géocroiseurs, c'est-à-dire des objets qui peuvent croiser la Terre. Les plus massifs, qui font plus de 10 km, qui ont pu provoquer l'extinction des dinosaures, on les connaît tous, à part un cas extraordinaire qui pourrait toujours arriver, mais donc il n'y aura pas d'extinction majeure là à venir. Au-dessus de 1 km, qui peuvent faire de sacrés dégâts, des tsunamis, on ne les connaît pas tous. Donc ça peut arriver. On sait qu'il y en a un en 2030 qui pourrait... oui, 1% voilà, de chance. Même le 1% est incertain, etc. Alors ce qui est assez sympathique, c'est que souvent, les gens qui travaillent sur cette étude-là voient leur budget augmenter quand ils découvrent une menace. C'est pas bête. Il faut quand même étudier ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait la mission DART, qui est d'envoyer un projectile avec une fusée pour décaler un peu l'objet de son orbite. Mais il faut savoir que la Lune, grâce à tous ces impacts, elle a gardé la mémoire de tous les impacts. C'est comme ça qu'on a compris quand est née la Terre, qu'on a compris tout ça. Au moment où Armstrong et Aldrin étaient sur la Lune, il y a eu une collision sur la Lune. Ah oui? C'était la mission Luna russe qui voulait damer le pion aux Américains et qui voulait prendre des échantillons lunaires avant. Et paf, ils se sont écrasés sur la Lune. Ils auraient pu s'écraser sur les Américains. Ils ont eu peur d'ailleurs. Ça aurait pu être la guerre des étoiles. Des impacts, il y en a tout le temps. Et on reçoit des milliers de tonnes d'impacts, des toutes petites météorites aujourd'hui. Pour l'instant, pas d'inquiétude. C'est plutôt de la semence cosmique qui participe à la vie sur Terre. Merci beaucoup. Avec plaisir.